Bonsoir à vous, ce soir nous sommes au milieu de la forêt de Paimpont et nous allons parler environnement. Le massif forestier de Paimpont fait 9000 hectares, il est privé à plus de 90%. Les différents propriétaires de la forêt sont accompagnés dans leur gestion par le Centre national de la propriété forestière Bretagne-Pays de la Loire. C'est Pierre Brossier, responsable de la zone Natura 2000 de la forêt, qui nous accompagne dans le massif. Aucun avis dessus quoi. Donc là concrètement, on est où? Alors ici on est en haute forêt. C'est le point culminant de la forêt de Paimpont. On est dans un groupement forestier familial qui appartient à 3 personnes. Et on est dans la hêtraie Chênaie acidiphyllaoux, qui est un habitat forestier emblématique de la Bretagne. Et donc c'est un habitat qu'on essaie de préserver, parce que comme on est en site Natura 2000, on doit le maintenir dans un état de conservation optimum. Donc on garde du bois mort, on garde du sous-étage pour les chauves-souris, pour une certaine diversité d'espèces. Mais on a eu un été oui, on a eu chaud l'impression d'avoir, en tout cas pour les humains, on a eu un été rude. Qu'en est-il de la forêt du coup? Alors ici, c'est pas flagrant, hein, ça se voit pas, parce qu'on est dans une partie du massif où on a des sols profonds, on a des réserves en eau importantes, et on est dans un secteur qui est plutôt un peu plus arrosé que le reste de l'île-et-Vilaine, mais quand même, les arbres ont eu à subir des fortes chaleurs, et ça a un impact sur les feuilles, leur physiologie. D'ailleurs, on voit très bien sur ces petits bouleaux, on a déjà des feuilles toutes séchées sur les jeunes arbres. C'est pas normal à cette époque. Donc on voit bien que les jeunes ont souffert, plus que les vieux. Mais les vieux, je pense que d'ici quelques années, ils nous montreront des signes de faiblesse. Et puis on a d'autres parties du massif, notamment à l'ouest, où les sols sont moins profonds. On est plus près des crêtes de schiste. Et là, on a des arbres qui ont extrêmement souffert. Qui ont déjà perdu toutes leurs feuilles. Oui. Et c'est dans ce coin-là où ça a brûlé cet été. Exactement. Bon, on va aller en parler avec les pompiers. Très bien. « 260 hectares ont brûlé et les pompiers continuent de lutter contre les flammes. » Ici, en forêt de Brocéliande, on recense désormais 400 hectares détruits par les flammes. Et c'est bien dans la forêt de Brocéliande que le feu a pris cette nuit, un site emblématique en Bretagne. On est là sur une zone qui a en partie brûlé. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot déjà sur les incendies qu'il y a eu dans le secteur cet été? Alors, avant cet été, un bref historique, la forêt de Brocéliande a déjà brûlé en 1976, 1984, 1987 et 1990. Donc après 32 ans, nous sommes revenus dans ce massif. Le dernier incendie avait touché 4 de nos sapeurs-pompiers, grièvement brûlés. Et donc nous avons été appelés dans la nuit du jeudi au 12 août. Nous avons rapidement engagé les secours à la fois du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine. 65 sapeurs-pompiers étaient mobilisés. Ils ont été rapidement rejoints par d'autres renforts et également un élan d'entraide et de solidarité avec d'une part la population qui a été très résiliente, nos agriculteurs avec leurs tonnes et des machines-outils et également les militaires de Saint-Cyr-Côte-Quilan. Globalement, il y a eu 400 hectares brûlés en tout? Alors sur ce sinistre, nous avons identifié 480 hectares. Vous l'avez dit, ça faisait 32 ans qu'il n'y avait pas eu un sinistre comme celui-là. Quels sont les facteurs qui ont favorisé ce sinistre et comment on peut l'éviter? Alors l'éviter, on va parler avant tout du travail de prévention et de sensibilisation. Concrètement, c'est un arrêté préfectoral sur l'usage du feu avec un volet sur la qualité de l'air et la protection des milieux naturels. On y parle notamment des conditions de débroussaillage sur le massif. Et pour ce faire, je tiens à saluer l'action de l'association du Val sans retour, de sauvegarde du Val sans retour et Brocéliande, qui fait un travail de fond et de longue haleine. Mais c'est également nos agriculteurs au travers des choix des cultures aux abords des massifs. Et tous les ans, il y a un programme qui est financé à la fois par les 2 départements, Morbihan et Ille-et-Vilaine, qui permet d'entretenir notamment les abords des pistes
Il y a tout un broyage des abords des pistes pour éviter les départs de feu. Il y a d'autres grosses zones qui sont cassées pour éviter qu'il y ait des grosses masses combustibles d'un bloc. Et puis on a aussi des parcs où, avec l'aide du lycée Latouche, il y a du pâturage extensif qui participe aussi à diminuer les quantités à brûler, quoi. Voilà, donc tout ça participe à éviter, à essayer de prévenir les incendies. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut faire de la prévention auprès du public aussi? Parce que là, il y a des actions qui sont menées, mais auprès du grand public. Alors, en effet, tout le monde va être concerné par le repeuplement de ce massif, que ce soit sur Brocéliande, mais aussi localement Mandon et Erdevenne. Et pour ce faire, c'est de faire une table ronde avec les élus, les différents services, les syndicats, associations, mais également les scientifiques, universitaires. L'éducation nationale, dès le plus jeune âge, il convient de sensibiliser les jeunes à protéger ces massifs. Une association de Concoret, le CPE, va à la rencontre des habitants et des promeneurs pour les encourager à préserver la biodiversité. Nous sommes allés les voir. Régulièrement au cours de l'été, Maëlys s'arme de patience et vient sur les sentiers de randonnée pour partir à la rencontre des promeneurs. Est-ce que ça vous intéresse de nous aider à préserver le patrimoine naturel du site pendant votre balade notamment? Son objectif, les sensibiliser à la protection du site. Parce qu'on est dans une zone notamment Natura 2000, donc qui est protégée à l'échelle européenne. Maëlys leur demande de relever des petits défis. Au programme, ne pas marcher en dehors du sentier, ne pas écraser des araignées ou encore prendre le temps de découvrir de nouvelles espèces. Pour Nicole et son chien Gandalf, la question ne se pose même pas. Avec tout ce qu'on vit autour en ce moment, on voit bien ce qu'on a vécu cet été. C'est important de penser à la nature quand même et comment préserver un maximum et de faire notre mieux. Même des petits trucs, ça fait toujours du bien. Alors du coup, l'idée, c'est de choisir quelques engagements que vous allez prendre en vous baladant sur le sentier. Tout le monde le fait. Tous les gens ont du bon sens, font ça. Surtout dans nos régions. Hein? Donc voilà, du bon sens et des actions qui peuvent paraître anodines, pourtant leurs effets sont réels. C'est ça. Quand on ne sait pas marcher en dehors du sentier, ça nous paraît anodin. Et finalement, après, quand on sait qu'il y a des espèces qui sont sensibles au piétinement, on a 125 000 personnes par an qui font le tour de l'étang. Donc si 125 000 personnes piétinent à côté, en fait, la végétation, elle ne sera plus là. Et c'est valable pour les espèces à enjeu comme pour une espèce lambda, quoi. En fait, la Drosera, c'est une petite plante carnivore qui vit principalement dans les tourbières. Ces maraudes dites de communication engageante sont initiées par le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Une association qui le reste de l'année mène des actions auprès des scolaires et du grand public. Afin de permettre le renouvellement de la forêt et favoriser des essences d'arbres plus résistantes au réchauffement climatique, des expériences sont mises en place par le CNPF et les propriétaires forestiers. À commencer par ces enclos. Oui, ils ont enfermé des jeunes pousses d'arbres pour leur permettre de pousser sans trop souffrir de la forte pression des cervidés. Et après 10 ans, on voit déjà les résultats. On a une diversité, on a des chênes, des bouleaux, on a un châtaignier, on a des houx. Et à l'extérieur, nos amis cervidés, ils ont fait le tri. Il n'y a que les hêtres qui arrivent à s'en sortir. Et on voit très clairement que quand on empêche les animaux d'accéder, on a une diversité d'essences forestières qui se développe. Mais là, la pression des animaux est telle qu'en fait, ils nous sélectionnent une seule espèce, le hêtre. Et le hêtre, malheureusement, il est condamné à moyen long terme. Et donc, c'est problématique pour nous. Donc, on est obligé d'enfermer des arbres pour les préserver. C'est pas très naturel, mais c'est le seul moyen qu'on a. Et c'est pour ça qu'on souhaite emmener les chasseurs pour discuter, leur expliquer. On ne veut pas éradiquer les animaux, mais il faut qu'on arrive à trouver un bon équilibre. Permettre aux arbres de pousser naturellement d'un côté et planter des plants d'essences variées de l'autre en les protégeant d'un climat de plus en plus chaud et sec. Pour cela, ils innovent en plantant dans le recru. Cela consiste à cacher des plants au milieu d'une végétation forestière déjà bien fournie. Il faut changer de technique en fait, il faut réinterroger nos pratiques. Est-ce qu'on a le choix? Pas trop. Nous, on est des privilégiés, on a encore du temps, contrairement à d'autres collègues dans d'autres régions de la France, qui eux ont des forêts qui dépérissent sur des surfaces colossales, c'est des centaines d'hectares, où on ramasse tous les arbres et on se retrouve avec un terrain nu. Et donc là, on n'a pas le choix. Nous, on a encore le temps.
Mais le temps presse et il faut faire vite. Même si on ne le voit pas, il faut anticiper les choses. Alors, anticiper, ça ne veut pas dire se précipiter, hein, tout couper et transformer, mais c'est adapter notre sylviculture, peut-être avoir des densités moins importantes d'arbres pour qu'ils aient plus de nourriture chacun dans le sol à puiser et d'eau, expérimenter de nouvelles essences, de nouvelles techniques pour les implanter. Voilà, on a du travail devant nous. Merci beaucoup. 75% de la forêt française est privée. Ce chiffre monte à 92% en Bretagne, mais forestier, ça s'apprend. Le CNPF donne des cours à ceux qui le souhaitent. Gilles Le Goff est propriétaire forestier. Il aime se retrouver chez lui, un domaine du côté de Paimpont. Il l'a acheté il y a quelques années, parcelle après parcelle, pour arriver à 12 hectares de bois. Ici, pas de clôture, mais des garde-fous. À partir de 25 hectares, la gestion est sous contrôle. Après les coupes, il faut prévoir de nouvelles plantations pour que la forêt se régénère. On voit qu'il y a vraiment des beaux arbres qui sont en train de se former. Donc il faut attendre pour intervenir, hein, c'est trop tôt. Donc l'intervention interviendra d'ici 4 ou 5 ans, quand le peuplement fera à peu près 10 mètres de haut. D'accord. Et sur l'ensemble, donc il restera à peu près 500 à 600 tiges par hectare. D'accord, d'ici 5 ans, quoi. D'ici 5 ans, oui. Gérer une forêt, ça s'apprend, et il y a des cours pour cela. Ils sont 28 à s'être inscrits à ce stage de gestion forestière, et ils viennent de tout le Grand Ouest. Vous avez un déséquilibre au niveau forêt publique et forêt privée. Par exemple, Lorraine, Bourgogne. Alors, qui sont ces propriétaires privés qui possèdent 93% de la surface forestière en Bretagne ? Je suis jeune retraité moi aussi, et donc les 25 hectares ont été laissés un peu, non pas à l'abandon, mais poussés tout seuls. Nous, on vient d'acquérir une petite ferme à Plouarzel dans le Finistère. Nous sommes propriétaires depuis 1 an de 70 hectares à Mort de Bretagne. Ces propriétaires forestiers ne vont pas chômer pendant ces 9 séances d'une journée par mois. Et là, vous êtes sur la feuille du tilleul. Non, mais là, c'est ouais, voilà. C'est pour ça que je l'ai mis là. Quels que soient les objectifs qu'il assigne à sa forêt, il va falloir que la sylviculture, la gestion qu'il développe, soit durable dans le sens où la pérennité de la forêt doit être assurée. Au final, pas de diplôme, mais chaque propriétaire aura les connaissances suffisantes pour gérer sa forêt. Chez vous à Brocéliande, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour parler jeunesse.